Merci beaucoup Hélène, et puis merci à tous d'être présents, et puis à ceux qui nous verront aussi en distanciel. Donc, euh, Anthony Forestier est post-doctorant actuellement sous la supervision d'Aline Pintendre, qui est professeure en France à l'Université de Reims, et de moi-même. Il travaille actuellement en postdoctorat sur la question de l'expérience vécue des menstruations des jeunes filles en éducation physique. Mais avant de travailler sur cette thématique-là, Anthony a fait sa thèse sur l'objet qui va être présenté ici dans sa conférence, autour d'une thèse qui s'intitulait Ethnographie des socialisations scolaires d'élèves allophones en situation migratoire, faire apprendre l'école par corps et par cœur, où il s'est donc intéressé à l'expérience des élèves donc allophones nouvellement arrivés en France. Et donc sa présentation aujourd'hui, elle est autour de cette thématique-là. Et il nous semblait que c'était intéressant pour les membres du CRIFPE de pouvoir avoir une présentation et des échanges autour de cette question-là, puisque Anthony est spécialiste de la sociologie des socialisations des jeunes élèves, enfin des élèves, en mobilisant l'approche dispositionnaliste de l'AIR, qui est, à mon avis, intéressante en sciences de l'éducation. Voilà pour la présentation d'Anthony, puis je te laisse la parole quand tu veux. Ça marche. Merci beaucoup, Brice, pour cette présentation et merci beaucoup de me donner l'opportunité de pouvoir présenter mon travail aujourd'hui lors de cette conférence. Donc, ce travail, ça va s'appuyer sur la thèse que j'ai menée l'année dernière. Je vais y revenir un petit peu par la suite. Et du coup, cette communication, elle s'intitule À l'école des allophones nouvellement arrivés en France, ethnographier les expériences des élèves et les pratiques enseignantes en EPS. Donc ma présentation, elle va se découper en plusieurs temps. Tout d'abord, je vais faire une introduction sur cette thématique-là, puis revenir aussi sur mon travail de thèse en vous présentant un peu les grandes lignes, les principaux résultats, le dispositif méthodologique que j'ai mis en place. Puis, dans un second temps, je m'intéresserai plus précisément, plus finement sur une dimension de la thèse, une parmi d'autres, qui s'est intéressée aux pratiques enseignantes, aux stratégies professionnelles qui étaient déployées par les enseignants et les enseignantes d'EPS pour faciliter l'inclusion des élèves allophones en classe et en sondant également les expériences qu'ils ont vécues dans cette discipline. J'y reviendrai un peu par ailleurs et je terminerai ma présentation par une petite conclusion. Donc tout d'abord, cette communication, comme je l'ai dit, elle s'appuie sur un travail de doctorat que j'ai soutenu en juin 2025 à l'Université de Rennes 2 sous la codirection de Madame Gaëlle Sampé, qui était une maîtresse de conférence en STAPS, et de Monsieur Gilles Combas, qui était professeur des universités en sciences de l'éducation à Lyon. Et cette thèse s'intitulait Ethnographie des socialisations scolaires d'élèves allophones en situation migratoire, apprendre et faire apprendre l'école par corps et par cœur. Alors la particularité de cette thèse, c'est qu'elle cherchait à sonder, à analyser les socialisations scolaires des élèves allophones en EPS, mais pas que, c'est-à-dire j'ai essayé d'embrasser toute leur scolarisation. Alors l'EPS a été une focale qui a été particulièrement déterminante parce que j'y reviendrai par ailleurs, mais c'est l'une des premières disciplines dans lesquelles ces élèves sont inclus quand ils arrivent en France dans leur établissement. Et c'était aussi une discipline intéressante parce que ça mettait au centre l'engagement par le corps, chose qui était assez pertinent d'analyser pour ces élèves qui vivaient une barrière langagière forte lorsqu'ils arrivaient en France. Mais j'ai également observé d'autres contextes scolaires et j'y reviendrai par ailleurs. Donc la thèse, elle aborde l'EPS, mais pas uniquement, même si aujourd'hui, je vais plutôt me concentrer sur les données que j'ai récoltées en éducation physique et sportive. Donc, pour introduire un peu ce que sont les élèves allophones, alors il faut savoir que c'est une catégorie qui est scolaire, c'est-à-dire que le terme d'élève allophone, le terme d'allophone n'existe pas dans la société, si ce n'est enfin, en dehors de l'institution scolaire. Et ce sont des élèves donc, qui sont catégorisés ainsi parce qu'ils viennent d'immigrer en France, qui ne parlent pas la langue française et qui sont inscrites dans des établissements scolaires dits ordinaires et publics au sein d'une UPE2A, c'est-à-dire d'une unité pédagogique pour élèves allophones arrivants. Pour retracer un peu le processus, étant donné que c'est sûrement un peu différent de ce qu'il y a ici au Canada, lorsque les enfants et les jeunes arrivent en France, ils vont être orientés, ou leur famille va être orientée, vers ce qu'on appelle un CASNAV, un centre académique pour la scolarisation des nouveaux élèves arrivants. Et donc, dans ces CASNAV, ces élèves vont venir une demi-journée et on va leur faire passer ce qu'on appelle des tests de positionnement en mathématiques, dans leur langue d'origine, mais aussi en langue française, pour évaluer leur niveau.
scolaire. Et ensuite, ils vont avoir un entretien avec un ou une psychologue scolaire qui va essayer de retracer un peu leur parcours scolaire, combien de temps ils ont été scolarisés, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont envie de faire comme métier, etc. Et à la suite de cette demi-journée de test, entre guillemets, il va y avoir une commission d'harmonisation qui va ensuite statuer sur le niveau scolaire dans lequel ces élèves vont être inclus et l'établissement vers lequel ils vont être orientés. Alors généralement, les élèves sont inclus dans leur classe d'âge ou alors dans leur classe N-1 et sont ensuite orientés vers des établissements scolaires. Alors là où il reste de la place dans les UPE2A, parce que ce sont des dispositifs qui peuvent accueillir environ une quinzaine d'élèves, parfois un petit peu plus, ça dépend. Et en fonction de leur localisation, de là où ils habitent avec leur famille, ils essaient de les mettre dans les établissements les plus proches de leur domicile, mais ce n'est pas toujours possible parce que ça dépend de s'il reste des places dans ces dispositifs-là. Il faut savoir que ce statut d'élève allophone, les élèves peuvent l'avoir pendant une année. C'est-à-dire que pendant une année, ils pourront avoir des cours en UPE2A, des cours de français langue seconde. Et alors, ça peut être de 2 années si ce sont des élèves qui ont été non scolarisés antérieurement dans leur pays d'origine, mais sinon, c'est une année. Et en fait, durant cette année, ils vont pouvoir avoir, donc généralement au début de l'année, majoritairement leurs cours en UPE2A, de français langue seconde, et puis ensuite, progressivement, au fur et à mesure de l'année, de leur progrès en langue française, ils vont pouvoir être inclus dans leur classe ordinaire qui du coup est dans le même établissement, et du coup avoir donc d'autres cours, notamment des cours d'EPS, qui va être souvent la première discipline dans laquelle ces élèves vont être inclus très rapidement après leur arrivée dans l'établissement, et ensuite progressivement dans les autres disciplines, les mathématiques, les sciences, puis enfin l'histoire-géographie ou le français, qui sont souvent les dernières disciplines parce que c'est là où la langue est jugée la plus complexe. Donc voilà, pour retracer un peu le processus, généralement, il peut se dérouler quelques semaines entre le moment des tests de positionnement et le moment où ils vont ensuite vers les établissements pour s'inscrire. Et ensuite, au moment où ils arrivent dans l'établissement, donc imaginons ils arrivent le 26 février 2026 dans l'établissement, ils pourront rester avec l'étiquette d'élève allophone jusqu'en février 2027. Donc c'est vraiment, c'est pas, on compte pas en année scolaire, on compte vraiment du jour au jour, quoi. Aujourd'hui, en France, il y a environ 89 500 élèves allophones de l'école primaire au lycée, c'est-à-dire qui sont âgés entre 7 ans et 17-18 ans. Et ces élèves allophones sont considérés plus largement comme des élèves à besoins éducatifs particuliers, comme le souligne Maïtena Armagnac et ses collaboratrices en 2018. Ce qu'on entend derrière le terme d'élèves à besoins éducatifs particuliers dans le système éducatif français, c'est en fait, on va dire, une grande famille où il y a les élèves allophones, mais où il y a aussi les élèves qui sont en situation de handicap, des élèves qui sont à haut potentiel intellectuel, etc. Donc c'est vraiment très hétérogène et on va voir d'ailleurs que au sein même de la catégorie des élèves allophones, il y a une très grosse hétérogénéité d'élèves. Et c'est un statut qui leur permet d'avoir des adaptations dans leur enseignement, dans les évaluations, dans l'accompagnement qu'ils vont avoir au cours de leur scolarisation. Ces élèves allophones, ce sont des élèves à besoins éducatifs particuliers dans le domaine de l'apprentissage du français en tant que langue seconde, mais aussi plus largement des apprentissages scolaires, si je me réfère toujours aux travaux d'Armagnac. Ce sont des élèves qui ont des socialisations prémigratoires hétérogènes, notamment au niveau scolaire et sportif. Au cours de mon enquête, j'ai pu rencontrer et suivre des élèves qui étaient originaires de la République dominicaine, de Honduras, de l'Albanie, de la Moldavie, du Maroc, de la Tunisie, d'Éthiopie, de Somalie, de Mongolie, du Tibet, etc., etc. Et ces élèves-là, dans leur pays d'origine, ils ont eu des parcours de vie très différents. Certains sont plutôt issus du haut de la société. J'avais par exemple une élève pakistanaise dont les parents étaient enseignants-chercheurs, qui avait voyagé dans plusieurs pays. Elle avait toujours été scolarisée dans des éléments d'excellence internationaux, etc. Et à côté, j'avais d'autres élèves qui n'avaient jamais été scolarisés ou alors qui avaient été scolarisés mais en dents de scie, c'est-à-dire par moment un petit peu, par moment un petit peu moins. Certains avaient eu des professeurs à la maison, mais d'autres n'avaient pas suivi un cursus, on va dire, linéaire. Et ça, pareil au niveau sportif, certains avaient été sensibilisés à la pratique sportive dès leur plus jeune âge, d'autres, la pratique sportive était interdite dans leur pays, notamment pour les filles, ce qui fait qu'elles n'ont jamais pratiqué de sport avant d'arriver en France. Et il faut s'imaginer que tous ces élèves-là se retrouvent dans le même dispositif. Alors, ce qui les rassemble un peu, c'est qu'ils ont
à peu près le même âge, c'est-à-dire que le dispositif au collège, ce que vous appelez ici l'enseignement secondaire, il regroupe des élèves qui sont âgés entre 11 et 14 ans. Au primaire, le dispositif, il regroupe des élèves qui sont âgés entre 7 et 11 ans, et au lycée, des élèves qui sont âgés entre 15 et 18 ans. Ce sont des élèves qui ont donc des expériences et des apprentissages inégaux en contexte scolaire, comme l'ont montré Armagnac et Tersin dans leur article en 2020, mais aussi dans les autres disciplines et notamment en EPS. Dans la littérature scientifique qui s'intéresse aux scolarités allophones, généralement, on a plutôt eu l'analyse des politiques éducatives et des dispositifs scolaires, à travers les différents articles que je cite ici, une analyse des effets de ces processus de catégorisation sur les élèves, ou alors des inégalités, des discriminations et des sentiments d'injustice qu'ils et elles pouvaient vivre lors de leur scolarisation. Pour autant, il y avait peu de travaux qui renseignaient la socialisation en train de se faire des élèves allophones et de leurs expériences en contexte scolaire, et a fortiori en EPS, qui était une discipline qui n'avait jamais été investiguée, en se focalisant sur ce public d'élèves-là. Et c'était aussi des travaux qui n'étudiaient pas la dimension corporelle des scolarités allophones, alors même que c'est un élément, on va le voir par ailleurs, qui est important et sur lequel il y a un véritable travail qui est opéré par les enseignants. Et ce travail-là, il était un petit peu mis sous silence parce que la plupart des études en fait s'intéressent sur la dimension langagière qui est la raison pour laquelle ils ont cette étiquette-là. Mais c'est pas pour autant que les d'autres dimensions ne sont pas aussi travaillées en salle de classe. Et donc moi dans ma thèse, j'ai essayé justement d'aller investiguer un petit peu ces zones d'ombre en m'appuyant notamment sur on va dire différentes inspirations sociologiques ou des sciences sociales. Alors notamment et principalement la sociologie dispositionnaliste et contextualiste de Muriel Darmon ou de Bernard Lahire qui explique de manière tout simple, on va dire, que les pratiques observées des individus, donc des élèves en classe, elles étaient conditionnées à la fois par leur passé incorporé, les expériences qu'ils avaient vécues au cours de leur vie, qui leur avaient permis d'acquérir des dispositions, des manières d'être, de faire, de penser, de se comporter, mais aussi du poids du contexte présent qui va agir sur leur comportement. Donc c'est vraiment ces deux éléments-là qui structurent un peu cette sociologie-là. J'ai aussi mobilisé la sociologie du corps et de l'incorporation en mobilisant les travaux de Pierre Bourdieu, de Luc Boltanski ou de Christine Détré. La sociologie de l'éducation et de l'EPS pour comprendre un peu l'évolution des politiques éducatives et le poids que ça pouvait avoir sur les expériences vécues par les élèves dans cette institution-là ou dans cette discipline-là, en mobilisant les travaux de Marie Durubella ou de Cambaz et Ouabia en 2009. Et enfin, j'ai aussi, on va dire, saupoudré tout ça de la littérature foucadienne ou des travaux de Didier Fassin et Dominique Mémy sur le gouvernement des corps qui me paraissaient intéressants pour justement comprendre comment est-ce que l'institution scolaire, elle venait envelopper corporellement ses élèves allophones et comment elle avait pour objectif de les transformer au regard des normes scolaires qui leur étaient imposées. Je ne vais pas en dire davantage ici sur un peu le, on va dire, mon armature théorique de la thèse. On pourrait y revenir dans les échanges si vous le souhaitez. En ce qui concerne donc la problématique de mon travail de thèse, on va dire qu'elle suivait une double dialectique. Tout d'abord, la première dialectique, c'était de sonder, de rentrer par les enseignants et les enseignantes, et aussi de rentrer par les élèves allophones. Et donc, je me suis posé à la fois la question de savoir comment les enseignants et les enseignantes façonnaient les allophones, à travers notamment des stratégies professionnelles, des postures, des adaptations pédagogiques, des ressorts contextuels bien précis, mais aussi analyser comment les allophones réceptionnaient incorporer ou habiter ces normes scolaires lorsqu'ils étaient en classe. Et cette dialectique-là, j'ai essayé de la tenir en la croisant à une autre dialectique qui était plutôt sur mon niveau d'analyse, en allant d'un niveau d'analyse plutôt micro-sociologique, avec toute une partie de ma thèse qui s'intéresse à des portraits d'élèves, c'est-à-dire que je me suis focalisé sur 10 élèves parmi l'ensemble de mon échantillon, où j'ai vraiment reconstruit leur parcours de vie, essayé de comprendre quelles étaient les pratiques pédagogiques déployées par les enseignants pour cet élève-là, quels effets cela avait sur cet élève, comment est-ce qu'il y réagissait et comment cela façonnait les expériences qu'il allait vivre en EPS et plus largement à l'école. Donc là, je suis rentré donc plus précisément dans une analyse très fine de leur parcours de vie et de leur scolarisation donc chez 10 élèves. Et enfin, dans la deuxième partie, j'ai eu une analyse beaucoup plus inter-individuelle, beaucoup plus macro, on va dire, euh, sans être, enfin, en allant plutôt dans l'analyse des structures, c'est-à-dire comment est-ce que l'institution scolaire, elle façonnait ces élèves-là, quelles étaient un peu les grandes forces sociologiques en fait que je pouvais dégager, à la fois du point de vue des enseignants, c'est-à-dire des processus pédagogiques qui étaient déployés,
et à la fois au niveau donc des expériences vécues par les élèves. Donc c'était un peu voilà ces deux dialectiques-là qui s'entrecroisaient et qui en gros structuraient la problématique de ma thèse. En ce qui concerne le dispositif méthodologique que j'ai mis en place, donc c'était une enquête ethnographique donc très qualitative qui s'est déployée sur 2 ans et demi, comme vous pouvez le voir avec la frise que je vous projette, et qui a eu lieu donc dans un lycée général et technologique, dans un collège en réseau d'éducation prioritaire, donc ce qui peut s'apparenter à des établissements avec un fort indice de défavorisation et dans 2 écoles primaires plutôt de centre-ville. Donc j'y ai été donc pendant de longs mois, ce qui m'a permis de pouvoir faire des observations in situ et filer sur le temps long de l'année, en reprenant notamment la méthodologie de Bo et Weber en 2010. Donc j'y ai observé les élèves dans différents contextes scolaires, donc l'UPE2A, le dispositif où ils étaient, où ils apprenaient la langue française, l'EPS, mais aussi par moments d'autres disciplines, la cour de récréation, les sorties et les voyages scolaires, etc., dans le but de pouvoir attraper leurs dispositions, c'est-à-dire leur manière d'être, de faire et de penser, qui était en train de s'exprimer dans l'établissement scolaire, mais aussi de pouvoir tisser avec eux une relation de confiance, dans le but ensuite de pouvoir faire des entretiens pour aller sonder leur parcours de vie et les expériences scolaires qu'ils vivaient dans ce cadre-là. Donc, j'ai pu faire au total 73 entretiens avec 49 élèves allophones qui étaient donc répartis du lycée à l'école primaire, sachant que j'ai fait 2 entretiens avec les lycéens, les lycéennes et les collégiens et les collégiennes, mais j'ai fait qu'un entretien avec les élèves en école primaire parce que la durée d'enquête était plus courte. J'ai également fait, alors ce qui est important donc de signaler sur sur ces entretiens-là, c'est que il fallait que je revoie un peu ma manière de faire des entretiens parce que, étant donné que c'était des élèves qui maîtrisaient pas forcément la langue française, que moi, en tant qu'enquêteur, je ne maîtrisais pas leur langue d'origine, il a fallu qu'on trouve entre guillemets des astuces pour pouvoir faciliter les échanges, pour essayer de récolter des données qui étaient intéressantes à analyser sociologiquement. Et donc, je me suis beaucoup appuyé sur des outils visuels, comme vous pouvez le voir ici, tels que le dessin ou tels que les images que les élèves pouvaient mobiliser, classer, catégoriser, etc. J'ai également fait des entretiens avec un membre de la parenté des élèves, alors exclusivement pour les élèves en école primaire. Et ensuite, j'ai fait des entretiens avec des membres de la communauté éducative, donc des enseignants et des enseignantes, souvent du PE2A ou de PS, de la direction d'établissement ou alors des assistants d'éducation qui étaient présents dans l'établissement. En parallèle, j'ai réalisé un suivi en ligne via l'environnement numérique de travail qui me permettait d'avoir accès aux dossiers scolaires, aux bulletins d'absence des élèves ou de retard, à leurs bulletins scolaires, les mails que pouvaient échanger les enseignants avec les parents, etc. Sur les sites d'établissement également, mais aussi les réseaux sociaux des élèves lorsqu'ils en avaient et lorsqu'ils étaient rendus publics. Donc uniquement dans cette condition-là. Et ensuite, j'ai aussi recueilli les productions scolaires effectuées par les élèves en classe, à la fois pour sonder très concrètement leur disposition scolaire, c'est-à-dire la façon dont ils apprenaient, la façon dont ils écrivaient, la façon dont ils tenaient correctement leur cahier ou pas, mais aussi comme support que je pouvais ensuite réutiliser lors des entretiens. Et là, on le voit avec l'exemple d'une jeune élève de CE2 qui a dessiné sa famille sur un exercice. Et justement, c'était un support intéressant pour justement avoir des éléments sur sa socialisation familiale sur la configuration de sa famille nucléaire, etc., qui me permettait justement de plus facilement créer les échanges avec elle. En ce qui concerne donc les principaux résultats que je vais vous présenter aujourd'hui, avant de passer plus précisément sur les stratégies professionnelles déployées par les enseignants d'EPS et les expériences vécues par les élèves allophones, donc là, pour tout vous dire, j'ai repris un peu la conclusion de ma soutenance de thèse donc, qui a eu lieu en juin dernier. Et donc, je vais essayer de détailler un petit peu plus pour que cela soit clair, mais c'est pour vous présenter globalement qu'est-ce qu'on peut retirer de tout ça. Donc, tout d'abord, la thèse, ce qu'elle montre, c'est qu'il existe des socialisations scolaires qui sont profondément hétérogènes et dynamiques, c'est-à-dire en mouvement sur le temps de l'observation, de ces élèves allophones. Derrière les grandes mobilités spatiales de ces élèves s'observent de petites mais significatives mobilités dispositionnelles, donc, c'est-à-dire des mobilités des transformations dans leur comportement en classe, pour vulgariser un petit peu le jargon théorique. Et cela, ça va être important
sur sur leur première année en France, mais aussi sur le reste de leur scolarisation par la suite. Parce que ce que j'ai peut-être pas dit, c'est que les élèves que j'ai rencontrés, par exemple, aussi au lycée, sur ma première année d'enquête, j'ai continué à prendre des nouvelles de la part des enseignants et d'eux-mêmes sur les autres années qui ont suivi, ce qui me permettait justement de voir comment est-ce que leur scolarité évoluait par la suite, une fois qu'ils sortaient du dispositif UPE2A. Et ces petites mobilités dispositionnelles dans leur comportement, leur manière d'être, de penser, de travailler, etc., ils étaient dépendants de plusieurs critères. Tout d'abord, des expériences antérieurement vécues, c'est-à-dire en fonction de s'ils avaient été scolarisés ou pas dans leur pays d'origine, des conditions d'existence dans lesquelles ils avaient vécu, de leur parcours migratoire, etc. En fonction des ressorts contextuels de transformation qui étaient déployés par les enseignants, c'est-à-dire, je vais prendre un exemple d'un élève qui, en EPS, au début, avait du mal à s'investir dans les apprentissages, et en fait, la mise en compétition ou alors le défi enfin, la présentation des consignes sous la forme de défi permettait justement de stimuler l'engagement de l'élève, et c'était un ressort qui était intéressant, qui était déclenché par l'enseignant pour justement le mettre au travail et lui permettre de répondre aux exigences de l'enseignant. Donc ça, ces ressorts pédagogiques, je les ai analysés à la fois en EPS, mais aussi en UPE2A, et c'était assez intéressant parce que d'un élève à l'autre, bah, ils n'étaient pas sensibles aux mêmes ressorts, et pour certains, cela permettait vraiment de les transformer et de les mettre dans un processus de progression, et pour d'autres, bah, ça prenait pas, ça marchait pas, et c'était assez intéressant justement ici d'avoir une analyse très qualitative, très fine, et en même temps de voir ce qu'il y avait de commun et de différent lorsqu'on prenait un échantillon plus important. Et enfin, un autre élément qui était important, c'était les socialisations amicales et familiales qu'il y avait en parallèle de la socialisation scolaire. Autrement dit, les amis ou alors la famille, que ce soit les parents, les frères et sœurs, pouvaient soit catalyser l'action socialisatrice des enseignants et des enseignantes, soit au contraire la freiner et l'inhiber. Ce que ce travail de thèse montre aussi de manière plus large, c'est le déploiement d'un processus que j'ai appelé d'enveloppement scolaire, qui permettait d'apprendre l'école aux élèves allophones à la fois par corps et à la fois par cœur. Je m'explique. Quand je dis apprendre l'école par cœur, ce n'est pas la mémorisation des connaissances ici dont je parle, mais c'est plutôt le travail affectif et émotionnel qui est opéré par les enseignants pour permettre de faire adhérer les élèves allophones à l'école et de leur façonner un véritable goût scolaire, c'est-à-dire une envie d'apprendre, une envie de progresser, qui est vraiment un élément essentiel pour avoir une inclusion durable et leur permettre de pouvoir rapidement répondre aux exigences des normes scolaires. Ensuite, ce que cet enveloppement scolaire montre, c'est qu'il y a un travail qui est opéré par et sur les corps des élèves allophones pour inscrire en eux et en elles les dispositions scolaires qui sont légitimées par les enseignants et pour les mettre en conformité avec ces normes scolaires. Et cette dimension corporelle, c'est souvent la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire celle qu'on ne voit pas, mais c'est un travail sur les postures, sur la tenue vestimentaire qui est fait, un travail sur les comportements à avoir en classe qui sont très importantes et qui déterminent aussi le fait que les élèves vont pouvoir être progressivement inclus dans les autres disciplines au fur et à mesure de l'année. Et enfin, cette analyse des socialisations, elle donne à voir plus largement une culture scolaire de l'intégration en France des enfants et des jeunes en situation migratoire. C'est-à-dire que derrière l'analyse des socialisations scolaires, à la fois dans une sensibilité microsociologique ou de manière plus macro, on peut dégager les enjeux éducatifs et politiques qui se nichent dans l'accueil et la prise en charge des élèves allophones. Et en fait, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une réelle volonté de conditionner cet élève allophone jusqu'à l'acte final de dissolution, si je reprends les termes d'Abdelmalek Sayad, au sein même de l'école, c'est-à-dire qu'il devienne un élève comme les autres. Donc voilà en ce qui concerne un petit peu grandes lignes des résultats de cette thèse. Et là, pour être un petit peu plus précis dans ce que je vais essayer de développer, je vais m'intéresser donc à un micro-pan de la thèse sur les stratégies professionnelles déployées par les enseignants et les enseignantes en EPS pour inclure les élèves allophones et les liens que ça avait, enfin, sur les expériences que ces élèves pouvaient vivre. Et je m'appuie notamment sur un article que j'ai publié en 2023 avec ma co-direction de thèse qui s'intitulait Analyser les effets socialisateurs des stratégies professionnelles déployées pour enseigner le PS à des élèves allophones nouvellement arrivés en France. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que j'entends par une stratégie professionnelle? C'est quelque chose qui se situe à mi-chemin entre une réaction mécanique
inconsciente, intuitive et une action rationnelle chargée de bon sens. Je me suis notamment appuyé sur les théories bourdieusiennes qui disaient que notamment une stratégie, ce n'était ni un produit d'un programme inconscient, ni le produit d'un calcul conscient et rationnel. Pour Pierre Bourdieu, une stratégie, c'est le produit du sens pratique, car cela suppose une invention permanente, indispensable pour s'adapter à des situations indéfiniment variées. Et donc, ces stratégies professionnelles, elles n'ont pas les mêmes effets socialisateurs sur les élèves. Pour certains, cela va faciliter leur inclusion en classe et leur engagement dans les apprentissages, mais pour d'autres, on va pouvoir observer parfois des situations de blocage chez les élèves allophones au regard de leur socialisation dans leur pays d'origine ou de leur socialisation en France. Certains vont pouvoir soit détourner, soit rejeter plus ou moins consciemment ces stratégies déployées par les enseignants et les enseignantes. Dans cet article, je mets en évidence trois stratégies professionnelles, de la plus intuitive et mécanique chez les professeurs à celle qui semble tendre vers une démarche un petit peu plus rationnelle, voire pré-réflexive. Donc j'ai tout d'abord présenté, et je vais rentrer un petit peu plus dans le détail par la suite, l'observation par immersion pratique et collective, qui était utilisée par les enseignants pour faciliter les premiers pas des élèves allophones en EPS, puis le guidage individualisé, qui avait pour objectif là de cibler la transformation motrice et les apprentissages moteurs, et enfin, l'affiliation à un ou une élève ressource qui présentait des effets socialisateurs chez les élèves allophones en EPS, mais aussi au-delà, et j'y reviendrai par ailleurs. Ces stratégies professionnelles restent en l'état des adaptations bricolées in situ, qui sont loin d'être totalement le produit d'un dessin raisonné, si je reprends les propos de Pierre Bourdieu. Et cela s'explique à la fois par un manque de guidage institutionnel, c'est-à-dire qu'il y a peu de textes qui légifèrent la scolarisation des élèves allophones, et il y en a encore moins qui donnent des outils pédagogiques pour faciliter leur scolarisation. Et cela s'explique aussi par le fait que la formation universitaire peine à divulguer des ressources pédagogiques et didactiques qui sont mobilisables auprès du public allophone. Et là, je renvoie notamment au rapport de recherche que Armania Grouchet et ses collaboratrices ont déposé en 2008. Je tiens à préciser que l'article là que je vous présente, donc il a été publié en 2023 et donc du coup il s'intéresse, enfin il a été fait essentiellement par rapport aux données que j'avais récoltées à l'époque sur les élèves au lycée et les enseignants au lycée. Donc cela concerne 4 enseignants et enseignantes et une douzaine d'élèves. Donc pour commencer par la première stratégie qui est donc l'usage de l'observation par immersion pratique et collective dans le but de faciliter les premiers pas en EPS, j'ai remarqué que c'était la stratégie la plus intuitive pour accompagner les élèves allophones dans une discipline où l'apprentissage par corps est central, si je m'appuie sur les propos de Sylvia Faure en 2011. Par un mode d'inculcation implicite et pratique et collectif, les enseignants et enseignantes privilégient la transmission de savoir, notamment moteur, qui s'effectue de manière gestuelle, visuelle et mimétique au prix d'une manipulation réglée du corps qui somatise le savoir collectivement détenu. Et là, je m'appuie notamment sur les propos de Loïc Vacan et sur son étude sur les boxeurs qu'il a réalisée à la fin des années 80, au début des années 90. Et donc, en fait, ce que observait Vacan, j'arrivais à le voir également dans le gymnase de l'EPS où les élèves arrivaient à incorporer les savoirs moteurs qui étaient enseignés par l'enseignant à travers la gestuelle, l'observation et les mimétismes de leurs camarades de classe qui eux-mêmes détenaient ces savoirs moteurs. Et ça, on le retrouve au travers donc, de deux témoignages d'enseignants. Donc, Monsieur Ola qui nous dit, la chance que l'on a en EPS, c'est que par mimétisme et par observation, ils peuvent comprendre les consignes. Ou alors Madame Aupril qui explique que ces élèves-là sont aussi très observateurs et ont besoin de voir les autres. Dans une discipline où les corps sont directement mis en mouvement, cette enseignante explique qu'ils ont des yeux comme tout le monde et du coup, par mimétisme, c'est bien pour les intégrer plus facilement. Au fur et à mesure, ça va s'automatiser. Indépendamment de l'objectif de la leçon, si c'est un objectif d'évaluation ou alors avec des situations d'apprentissage qui sont au centre de la leçon, les professeurs de PS favorisent une immersion pratique et collective, c'est-à-dire concrète et située dans l'action, sans que l'élève allophone adopte une attitude surplombante à l'activité en train de se faire de la classe. Sa stratégie, elle se décompose souvent par le fait de regarder faire les élèves in situ pour ensuite faire soi-même et enfin ajuster, réajuster ses manières de faire au regard de la perception des comportements de ses camarades.
Et cela s'observe à travers donc le cas de Yuri, qui est un jeune élève russe scolarisé en seconde et qui, là, dans cette observation-là, fait son premier cours de PS en badminton. Alors, il faut savoir que Yuri, c'est un excellent élève à côté. Il arrive très rapidement à s'adapter aux exigences scolaires. Il va très vite être inclus d'ailleurs dans les autres disciplines. Et cette attitude et son investissement vis-à-vis des apprentissages va se retrouver également en EPS. Il va très rapidement pouvoir prendre et suivre la dynamique du cours. Et là, on le voit donc avec cet extrait-là, où l'enseignant lance les élèves en échauffement sur un footing avec des gammes athlétiques. Et Monsieur Ola va voir Yuri, qui reste immobile au début, et lui montre ses camarades en action pour qu'il fasse pareil. Yuri prend le train en route, puis lorsqu'il les voit s'arrêter pour faire des montées de genoux sur la largeur, il s'arrête et fait la même chose, de manière assez scolaire. L'enseignant me dit qu'il ne prend pas le temps de l'accompagner davantage car il estime qu'il peut faire en regardant les autres. Et en effet, Yuri, il va suivre le cours comme ça, avec l'observation de ses camarades. Il va très bien répondre, enfin, répéter les exercices que l'enseignant souhaite leur faire répéter. Au regard des rapports à l'école et à l'apprentissage auxquels les élèves allophones ont été sensibilisés dans leurs expériences socialisatrices antérieures, certains et certaines vont s'approprier cette stratégie avec une lecture critique des comportements scolaires et ascolaires de leurs pairs en classe, distinguant ce qu'il est attendu de faire par l'enseignant de PS de ce qui ne l'est pas. Autrement dit, les élèves ne vont pas reproduire de manière bête et méchante ce qu'ils vont observer, mais ils vont certains, en fonction de leur rapport à l'école et aux apprentissages, réussir, entre guillemets, à discriminer ce qui est véritablement attendu par les enseignants de ce qui ne l'est pas. Et on le voit avec l'exemple de Stéphane, qui est un jeune Moldave, qui est arrivé donc dans la classe de seconde, dans l'activité d'escalade en EPS. Et là, à ce moment-là, l'enseignant propose de faire des traversées horizontales où un élève doit rester au sol pour parer l'élève qui grimpe sur le mur. Stéphane, ne parlant presque pas français, prend le temps d'observer un binôme de garçons plutôt sérieux qui réalise correctement les deux rôles évoqués par Monsieur Ola, l'enseignant. Alors que ses camarades qui sont pourtant juste à côté de lui n'assurent pas du tout les grimpeurs et vont plutôt avoir tendance à s'amuser entre eux, Stéphane les observe, mais là, il ne va pas reproduire ce qu'ils font. Lui, il lève les bras en direction de son camarade sur le mur, le corps alerte et le regard dans sa direction, en écho avec ce que l'enseignant attend du pareur. Donc on voit bien qu'il arrive à, on va dire, imiter les bons élèves et pas reproduire ce que les autres font. Ce que d'autres élèves font pas correctement. Pour autant, lorsque les allophones ont un rapport distant aux normes sportives, des situations de blocage ou de détournement peuvent contrecarrer les effets initialement souhaités par l'enseignant ou l'enseignante. Ce constat se retrouve chez les élèves allophones, souvent les filles issues de milieux défavorisés et n'ayant pas développé un goût pour l'effort physique. Elles ont souvent été peu socialisées à la pratique sportive dans leur pays d'origine et du coup, lorsqu'elles vont arriver en EPS et que l'enseignant ou l'enseignante va leur dire bah, regarde ce que font les autres et fais pareil, elles vont avoir plutôt tendance à s'invisibiliser, s'auto-invisibiliser dans la masse du groupe pour ne pas s'engager dans l'activité. Et on le voit notamment avec le témoignage de Madame Aupril qui nous dit que les filles en UP2A l'année dernière, elle en avait une qui ne pratiquait quasiment pas à chaque séance. Et franchement, j'avais baissé un peu les bras. Ce processus de détournement, il est catalysé dans les classes où les professeurs sont emprunts d'une conception traditionnelle de l'EPS, teintée d'un héritage sportiviste et à l'avantage des élèves masculins, c'est-à-dire qu'ils vont plutôt être tournés vers des objectifs de performance, de dépassement de soi, on va dire des objectifs auxquels ces filles-là sont peu sensibles, étant donné qu'elles privilégient plutôt le plaisir ou alors le bien-être, ce qui du coup va renforcer le fait qu'elles vont contourner cette stratégie-là en allant plutôt s'invisibiliser dans la masse du groupe pour les regarder mais ne pas pratiquer. En ce qui concerne donc la seconde stratégie observée, qui s'intitule le guidage individualisé pour cibler la transformation motrice, l'objectif ici est de segmenter corporellement les habiletés motrices à incorporer afin d'accéder à ce que les programmes officiels en EPS appellent un patrimoine culturel, de manière plus individualisée et en démontrant par corps et en étayant verbalement les étapes du mouvement. L'enseignant ou l'enseignante cherche ici à focaliser l'attention de l'élève sur une partie du corps en particulier ou une étape précise du mouvement en la décomposant finement. Et on le voit à travers l'exemple d'Alma, qui, dans l'activité badminton, va être épaulée par son enseignant. Donc, pour vous dépeindre un peu la situation, donc l'enseignant travaille le service en badminton et il va demander aux élèves de faire des petits groupes qui vont se disperser dans le gymnase et les élèves vont du coup reproduire ce que l'enseignant a montré pour pouvoir s'améliorer dans cette habileté-là. Pour apprendre à Alma le service en badminton, Monsieur Ola lui décortique étape par étape le mouvement. S'il attire son attention sur la manière dont elle tient la raquette, il continue de la corriger sur l'orientation du tamis, donc c'est très précis, puis sur la manière dont elle vient pousser le volant pour l'envoyer, chose qu'il ne faut pas faire.
Face aux difficultés qu'elle rencontre à l'exécution, il va même jusqu'à se mettre derrière elle pour la manipuler corporellement telle une marionnette, puis la fait répéter plusieurs fois tout en la corrigeant d'une tentative à l'autre. Donc là, on voit bien comment l'enseignant vient individualiser son approche et vient jusqu'à la manipuler pour lui faire sentir le mouvement et pour lui permettre de plus facilement le reproduire. L'enseignant va articuler ici un langage à la fois oral, en donnant des explications verbales en français ou en anglais en fonction de la langue qu'il maîtrise et de la langue que maîtrise l'élève, mais aussi corporel en démontrant précisément la manière de se placer, de se tenir, de tenir la raquette, etc. Monsieur Ola nous dit par exemple, je théâtralise davantage l'explication quand il est avec les élèves allophones de ce qu'il faut faire avec des gestes pour faciliter justement la compréhension. Les processus de socialisation en EPS et les stratégies professionnelles, donc par le corps et par la voix, se complètent donc plus qu'ils ne s'opposent, dans la, mes- dans la mesure où apprendre par corps se fait aussi au moyen du langage et d'un formateur qui ne reste pas uniquement silencieux, si je reprends les propos de Muriel Darmon. Madame Aupry nous dit par exemple qu'elle elle a beaucoup développé un langage non verbal pour apprendre à se comprendre avec ses élèves allophones. Pour autant, cette stratégie, elle n'est pas toujours appréciée par les élèves parce que certains se sentent embarrassés par cette sursollicitation professorale, d'autant plus quand elle est exposée devant toute la classe. Et là, on le voit encore avec Madame Aupril qui nous dit, les UPE2A ne comprennent pas, mais ils te disent oui tout le temps, et ça, c'est un problème. En fait, par peur d'être stigmatisés, les élèves allophones préfèrent désamorcer ce soutien individualisé en dissimulant à l'enseignante et du coup au reste de la classe leurs difficultés ou leur incompréhension, et donc éviter de faire l'objet d'un traitement différencié en renforçant leurs conditions d'allophone. Et on le voit avec l'exemple ici d'Amélia, qui est originaire du Portugal dans l'activité de musculation. Donc là, l'enseignante, elle a regroupé toute sa classe, elle les a fait s'asseoir, et là, elle va montrer sur différentes machines les mouvements à réaliser et à reproduire. Et en fait, elle va demander à Amélia, devant toute la classe, si elle a bien compris, et si elle n'a pas compris, qu'elle vienne pour qu'elle puisse lui montrer les mouvements à faire, etc. Et en fait, Amélia, elle va être gênée par la proposition de l'enseignante et du coup, elle va dire que oui, oui, elle a compris, mais elle va le faire de manière timide. Et donc, percevant le doute dans sa voix, l'enseignante lui pose à nouveau la question, et ce qui va renforcer l'embarras de la lycéenne, et qui va continuer d'approuver en disant qu'elle a bien compris. Mais pourtant, quand je le remarque, quand je la suis ensuite dans les exercices, je vois qu'elle ne semble pas quoi savoir faire. Elle va d'un atelier de musculation à un autre sans respecter ce que Madame Aupry lui a enseigné. Donc, en fait, on voit bien que là, elle préfère justement dire qu'elle a bien compris alors que ce n'est pas le cas pour éviter d'être mis devant la scène de la classe entière le fait elle ne sait pas, elle ne comprend pas. Et donc, contrairement à Monsieur Ola qui tout à l'heure utilisait cette stratégie avec des groupes sous la forme de petits groupes, ce qui permettait justement d'atténuer la visibilité sociale de la part des autres camarades, là ici, cette stratégie, elle est beaucoup plus gênante, en tout cas pour cet élève. Enfin, pour terminer, la dernière stratégie que j'ai observée, c'est l'affiliation à un ou une élève ressource qui peut avoir des effets socialisateurs en EPS, mais aussi en dehors de la discipline. Monsieur Ola, lui, il nous dit qu'il utilise cette stratégie-là en les mettant avec un élève bienveillant et qu'il connaît. Je lui dis, tu te mets avec lui et tu lui expliques. Cette stratégie d'affiliation, elle possède des effets socialisateurs différents d'un élève allophone à l'autre, au regard de leur disposition à créer du lien social, à communiquer et de leur degré d'isolement en classe. C'est-à-dire qu'en fonction de ça, les élèves vont être plus ou moins sensibles à cette stratégie-là et vont être plus ou moins à l'aise. Certains vont être rassurés par la présence d'un père ou d'une paire qui va leur permettre d'être pris sous son aile, par exemple, et d'autres vont être plus ou moins gênés. J'y reviendrai ensuite dans un autre exemple. Dans le cas d'Aya et de Luna, donc, qui sont deux élèves qui sont en UPE2A et qui viennent d'arriver donc, en France et donc dans leur premier cours de PS en musculation. Et donc là, Monsieur Ola, il missionne Léa, une élève francophone, française, qui est appréciée pour sa gentillesse pour aider Aya et Luna en leur répétant les consignes d'une situation en musculation. Elle fait partie des meilleurs élèves de sa classe et donc Léa les prend sous son aile et peu à peu les inclut dans son groupe d'amis. Prise dans la dynamique d'un groupe féminin dans lequel elles se sentent rassurées, Aya et Luna vont s'investir davantage dans les exercices qu'elles vont mieux comprendre et donc elles vont mieux répondre aux exigences de l'enseignant.
Et cette stratégie, elle possède un double intérêt pour ces deux élèves, puisqu'elle va faciliter le tissage de liens affinitaires en EPS et en dehors de cette discipline. Lors des entretiens que je réalise avec Luna, elle nous dit qu'elle apprécie particulièrement Léa, que le fait d'être mise avec elle dès le début du cours en EPS, ça lui a permis de s'intégrer à ses camarades, parce qu'elle doit parler avec eux, et donc du coup, elle disait que ça lui permettait aussi de progresser en français. En plus de ça, elle disait que, elle avait développé une réelle amitié avec du coup la jeune fille parce que par exemple elle pouvait lui demander de l'aide dans les autres cours dans lesquels elle était inclue mais aussi dans les devoirs qu'elle avait à faire. Elle n'hésitait pas par exemple à la contacter sur les réseaux sociaux pour savoir si elle avait loupé des éléments, etc. Donc on voit bien que cette stratégie-là, elle a des effets dans les apprentissages moteurs en EPS mais aussi en dehors dans les apprentissages de manière plus générale. En les affiliant à une élève qui adopte une attitude scolaire, l'enseignant façonne in situ un contexte enveloppant, à la fois bienveillant et exigeant pour Aya et Luna, profitable à leurs apprentissages moteurs mais aussi sociaux. Pourtant, cette stratégie, elle est pas, certains élèves n'y sont pas sensibles, et là, on le voit avec des situations de blocage qui émergent chez certains allophones, et dont notamment le cas de Tangri, qui est un élève enfin originaire de Mongolie, et qui a d'importantes difficultés à l'école, et ces difficultés-là se retrouvent en EPS. Au cours de la leçon d'Ultimate, Tangri disparaît des radars de l'enseignant, on ne sait pas où il est. Il n'est pas avec les deux élèves, Pierre et Pascal, que Monsieur Ola a sollicité pour l'épauler afin de remédier à ses problèmes de compréhension langagière en EPS. C'est-à-dire que là, la barrière langagière, elle est trop importante pour qu'il puisse comprendre, et donc du coup, il a demandé à deux élèves de le prendre sous son aile, de l'aider, de lui étayer les consignes, etc. En fouillant le gymnase, l'enseignant le retrouve seul et sur son téléphone, totalement isolé dans la salle d'escalade qui est juste à côté du gymnase. Et là, l'enseignant, pendant l'entretien, il me dit, j'ai utilisé les mêmes armes qu'avec les autres, mais c'est le seul pour qui ça n'a pas marché. Et en fait, lorsque j'ai échangé avec Tangri lors des entretiens, il m'a expliqué que pour lui, cette mise en binôme ou là en trinôme, elle était pas agréable parce que lui, il était face à une barrière langagière qui se couplait à des difficultés de diction et de prononciation, c'est-à-dire qu'il a tendance à bégayer quand il parle, ce qui en fait le gênait, et donc du coup ça catalysait son isolement, son auto-isolement scolaire, et ça le stigmatisait aux yeux de ses camarades. Et donc, parce que là, lorsqu'il se retrouvait en groupe avec eux, il se retrouvait mis à nu au cours de son interaction avec ses camarades, et du coup, il n'arrivait plus, entre guillemets, à cacher le stigmate, entre guillemets, qu'il est arrivé à faire jusque-là, si je mobilise ici des travaux plutôt goffmaniens. Donc, ce qu'il est important de retenir ici en conclusion, c'est que ces stratégies professionnelles, elles ont des effets socialisateurs qui sont hétérogènes sur les expériences des élèves allophones en fonction de leur parcours de vie, de leur scolarisation antérieure, mais aussi en fonction des normes scolaires et sportives qui sont dominantes dans les contextes de PS investigués. On voit bien que si les enseignants ont plutôt des appétences sportives ou des appétences scolaires, c'est-à-dire s'il a plutôt pour objectif de former des élèves performants dans les pratiques sportives ou s'il a plutôt pour objectif de former des élèves qui soit discipliné, à l'écoute, investi dans les apprentissages, cela ne va pas avoir les mêmes effets sur l'investissement des élèves dans la discipline. Et donc, il est important de recontextualiser à la fois l'efficacité ou l'inefficacité de ces stratégies au regard de la socialisation des enseignants et de leur conception plus ou moins scolaire ou sportiviste de l'EPS, mais aussi de tenir compte des expériences socialisatrices des lycéens et des lycéennes allophones qu'ils ont vécues dans leur pays d'origine, au même titre que celles qui sont en train de se faire dans leur pays d'accueil. Et c'est quelque chose qui semble déterminant pour parvenir à mieux profiler les stratégies à mettre en place. Et c'est quelque chose qui est souvent pas fait par les enseignants parce que l'institution scolaire française prône un universalisme républicain qui impose une forme d'indifférence aux différences des élèves, ce qui, dans ce cas-là, est problématique parce que on a besoin justement de tenir compte de leurs expériences vécues pour justement mieux adapter les pratiques pédagogiques qui vont être déployées pour faciliter leur inclusion en classe. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. Bah, merci beaucoup, Anthony, pour la présentation. C'est très intéressant. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions à poser à Anthony. Moi, j'en aurais quelques-unes à te poser pour briser un peu la glace. Mais en tout cas, les personnes, n'hésitez pas à lever la main pour poser des questions si vous voulez. Mais pour les gens qui sont là et puis pour les gens qui regarderont aussi en vidéo la conférence, là, Anthony s'est fixé, focalisé sur les gestes professionnels des enseignants, mais il a aussi écrit un article sur
l'expérience plutôt vécue des élèves et le poids de leurs dispositions. Donc pour ceux qui sont intéressés, il y a aussi un article sur le poids des dispositions sociales des élèves et comment celles-ci impactent un peu leur scolarité, qui est sorti en 2025. Je vais laisser peut-être la parole aux autres, puis je te poserai la question après. Donc je crois qu'il y a Marty qui voulait poser une question. N'hésitez pas. Oui, excusez-moi, vous m'entendez correctement? Oui, très Oui. bien. Bonsoir. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. J'ai trouvé que c'était très intéressant. Alors, je me présente, j'ai 44 ans, je suis étudiante en master IDESI. Donc, c'est un master qui se trouve à l'INSPE Sainte-Agne, ingénierie d'accompagnement et d'intervention pour une société inclusive. Et je suis aussi AESH en primaire. Ma question va être un petit peu étrange pour vous, mais au regard de votre conclusion, qui est finalement de tenir compte de leur vécu. Finalement, ces gamins que j'accompagne, parce que dans le cadre de mes missions, ça peut m'arriver d'accompagner certains enfants. Très souvent, justement, moi, je n'ai pas d'informations concernant ce vécu-là et une barrière langagière aussi. Je vous donne un exemple concret. Je me suis retrouvée à accompagner un petit David et on me dit, bah, écoute, on comprend pas trop, il sait pas trop ce qu'il fait là, il est russe, etc. Et en fait, je me rends compte qu'il est roumain. Donc déjà, il y a une méconnaissance. Et effectivement, qu'est-ce que vous pensez du rôle de l'AESH par rapport à ça? Parce que très souvent, quand la barrière langagière est extrêmement forte et que l'enseignant, finalement, qui se retrouve aux prises avec pas mal d'objectifs et d'aménagements à faire dans sa classe, finalement, il y a une sorte de relégation et je me retrouve un petit peu à bricoler. Voilà, quel type de conseil vous pourriez me donner pour professionnellement accompagner au mieux et au plus justement, sans avoir une guidance un peu excessive avec ses enfants? Merci beaucoup pour votre remarque et pour votre question. Alors, je sais pas si j'ai des bonnes réponses ou si c'est exactement ce que je vais vous dire qu'il faudrait appliquer. Alors, ce que j'ai remarqué, alors moi, j'ai pas rencontré d'AESH qui accompagnait spécifiquement les élèves allophones quand j'étais sur mon terrain. Mais ce que je voyais avec les AESH, en tout cas des autres élèves, c'est que déjà, elles avaient, enfin, je dis elles parce que c'est essentiellement des femmes que j'ai rencontrées, elles avaient Oui, déjà c'est un rapport. 94% effectivement. Elles avaient un rapport déjà beaucoup plus proche ou des connaissances qui étaient beaucoup plus fines sur les élèves parce que généralement, elles passaient plus de temps avec eux, elles avaient un suivi plus individualisé. Donc déjà, de ce que j'ai vu, elles connaissaient un petit peu mieux les élèves que les enseignants. Après, c'est bien évidemment, je pense qu'il y a toujours des éléments au début qu'on n'a pas. Et ce que vous dites sur justement l'origine nationale de l'élève, c'est des choses qui sont encore plus présentes chez les enseignants qui vont parfois même faire des amalgames très problématiques. Je vais prendre la question, enfin, sur la situation par exemple des Turcs avec les Kurdes, etc., où ils font Oui, c'est très problématique. Sur les Tibétains et les Chinois, par exemple, c'est pareil. Il y a des gros amalgames qui sont faits par les enseignants qui, du coup, pour les élèves, qui sont très humiliants. Et c'est justement oui, parce on qu'ils n'ont sent pas. que, je vous coupe, pardon, mais effectivement, j'ai senti chez ce gamin-là que le fait qu'il soit roumain, ce soit pas forcément une très très bonne nouvelle. Enfin, on sentait qu'il y avait une problématique, que ce gamin avait passé pas mal de frontières déjà. Voilà. J'en suis là de mon Ouais. enquête. Non, mais c'est ça. Et puis il y en a qui. Et donc, en fait, il y a plusieurs choses. Parce qu'il y a à la fois des choses qui vont vouloir être un petit peu, justement, mis sous silence par l'élève ou les familles. Justement, certains, par exemple, vont préférer ne pas dire qu'ils sont de telle origine ou qu'ils appartiennent à certains groupes ethniques, etc., par exemple. Mais en fait, Ouais. ce qui est important pour moi, c'est. Surtout quand on est, enfin, quand on a des rapports privilégiés avec ces élèves, donc je pense aux professeurs du PE2A qui sont un petit peu les enseignants référents de ces élèves-là, ou alors des AESH, ou alors des éducateurs spécialisés, etc. Je pense que c'est vraiment déjà sur les premiers temps de vraiment tisser une relation de confiance avec les élèves, les enfants, pour qu'ils se sentent rassurés avec la présence de l'individu. C'est-à-dire que enfin, ce David-là, par exemple, il est sûrement beaucoup avec vous, et au début, c'est pas évident en fait de se dire que tout,
toute sa vie repose un peu sur votre présence, sur ce que vous allez lui faire faire, ce que vous allez lui dire, etc. Donc vraiment, ce lien de confiance, il est vraiment essentiel. Et je pense qu'il peut passer au début par des petits jeux, par des éléments sur lesquels vous savez qu'il est à l'aise dessus. Ça peut être, je sais que par exemple, il y a des élèves allophones qui c'était des anciens sportifs. Et donc justement, le lien avec le PS, il était très important parce que c'était un espace dans lequel ils pouvaient se sentir en réussite, se sentir valorisés. Et donc du coup, ça permettait justement de faire davantage de ponts avec eux. J'ai un autre exemple d'un élève qui était, moi je suis spécialiste de judo par exemple, et lui c'était un grand Ouais. fan de judo, et donc du coup moi justement on a eu une relation privilégiée parce que il me posait beaucoup de questions sur le judo, moi je rentrais par ce biais-là, et ça me permettait justement ensuite d'aller indirectement lui poser des questions sur sa vie, donc par exemple depuis quand est-ce qu'il a commencé le judo, pourquoi est-ce qu'il a fait cette activité-là, et alors quand il y avait la barrière langagière, moi ce que je m'autorisais de faire par moment, c'était d'utiliser c'était du bricolage en situation, mais d'utiliser des Ouais. traducteurs ou soit un parent qui parlait la même langue, enfin qui arrivait à traduire dans les écoles, des fois ça se retrouve, ou alors un traducteur sur une application pour essayer d'échanger un peu. Et en fait, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que ne pas passer uniquement par le français, ça permet de montrer à l'élève et à l'enfant qu'on est nous aussi en difficulté dans sa langue d'origine. Et ça permet d'essayer d'horizontaliser un peu les rapports et de pas Ok. dire de forcer entre guillemets avec le français parce qu'on est à l'école, du coup il faut parler le français, mais justement d'essayer d'aller faire des ponts et de tisser des liens comme ça. Donc je dirais ouais, vraiment d'avoir une relation très réconfortante au début, un espace un peu sécuritaire pour l'élève, d'utiliser des choses qu'il apprécie, qu'il aime pour pouvoir, pour qu'il se sente valorisé, d'utiliser tout ce qui est les outils visuels, les vidéos, les images, qui permettent le dessin. Certains sont très bons en dessin et en fait ça permet d'avoir des éléments aussi très intéressants. Donc voilà, et ensuite, il y a aussi quelque chose qui est important et que là j'ai peut-être moins dit, mais les enseignants de PS, en fait, moi de ce que j'ai observé, c'est qu'ils ne cherchent pas à savoir. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose, c'est un peu une philosophie de dire, moi, ce qui se passe en dehors, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est que l'élève dans la classe. Mais ça part d'un bon sentiment, c'est-à-dire de dire, moi, voilà, l'élève, je le prends comme il est ici, et ce qui se passe à côté, c'est pas de mon ressort. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est comment est-ce qu'il est avec moi ici. Ouais. Et Du coup, pardon, je vous coupe juste un instant. Vous me recommandez du coup de proposer de l'accompagner en sport. Parce qu'en fait, il est en sport, typiquement, on me dit, bah non, c'est pas la peine, en gros, tu sers à rien. Et je vois bien enfin, qu'il capte pas, il comprend pas les consignes, il essaye d'imiter les autres, mais il comprend pas trop. Et en fait, ça m'a beaucoup inspiré votre présentation parce que je me dis, est-ce que peut-être je devrais proposer de venir avec lui et essayer de dénouer des petites choses et ensuite me mettre en retrait et utiliser ce que vous avez pas, ce que vous avez dit, là, l'affiliation, la stratégie d'affiliation, bah, progressivement, si j'arrive à créer un lien, genre, t'aimes bien le basket ou t'aimes bien le foot ou tiens, t'aimes bien cette séance et progressivement pouvoir me mettre en retrait et voir s'il match avec d'autres élèves. ah, Enfin, ouais. voilà, vous me recommanderiez peut-être de tenter, parce que je sens quand même que le sport, c'est quelque chose qui pourrait lui plaire, quoi. Voilà. Ah ben, Mais pour le coup, voilà. je pensais que vous étiez avec lui en sport, mais oui, du coup, pour moi, c'est Ah bah essentiel. non, typiquement. Mais c'est pour ça que j'ai regardé enfin, que je me suis inscrite, parce que j'étais vraiment curieuse de voir ce que vous en disiez. Et c'est vrai que je me dis que je pourrais peut-être l'aider à faire ce pont, parce que dans nos missions d'AESH, on a Mm. 3 missions, et effectivement, la troisième, c'est effectivement nourrir, aider à la socialisation, au lien avec l'environnement. Et je me dis, bah, peut-être que eux, peut-être, n'ont pas vu. Je pourrais peut-être utiliser ce que vous dites dans votre présentation de thèse, dire voilà, moi j'ai vu quelque chose où je me dis peut-être que bah, je tente sur 2, 3 séances d'être là en EPS pour dénouer des choses et voir s'il peut matcher un peu avec des copains et dénouer Mm. des petites choses, quoi. Voilà. Bah oui, je pense que c'est essentiel, d'autant plus que généralement, les enseignants sont... Enfin, dans ce que moi je perçois, les élèves allophones, c'est une difficulté supplémentaire à gérer dans un quotidien qui est déjà compliqué. Donc en fait, généralement, enfin moi de ce que j'ai vu, ils sont bien contents quand il y a quelqu'un d'autre qui vient, parce que ça leur permet aussi d'avoir un autre regard sur ce qui se fait, ça leur permet de prendre de temps avec d'autres élèves, et puis vous, en plus de ça, vous pouvez être assez proactif justement pour mobiliser d'autres camarades avec lui, pour qu'ils puissent plus facilement être inclus avec les autres élèves, pour pouvoir étayer les consignes de l'enseignant, pour pouvoir l'accompagner, et puis même dans votre relation à vous avec cet élève-là, ça va lui permettre
bah, comme je le disais, d'avoir une relation qui est beaucoup plus basée sur la confiance, de partager autre chose justement que des enseignements en classe où justement pour parler c'est plus compliqué ou alors les interactions tournent uniquement à l'exercice, sur l'exercice qu'il faut réaliser, quoi. Bon, Merci beaucoup, Anthony, pour la réponse, puis merci pour les échanges. C'est intéressant d'avoir le regard d'une professionnelle aussi et d'avoir un peu un retour là-dessus. C'est intéressant. Euh, si on poursuit, n'hésitez pas, si il y en a qui ont des questions en plus à lever la main, il n'y a aucun souci. Mais cette fois-ci, si on se place un peu plus du côté de la recherche, il y aurait, moi j'aurais deux questions à te poser, Anthony. Euh, Déjà, premièrement, je pense que c'est important dans le cadre d'un centre de recherche qui est au Québec de se poser ces questions-là, puisque nous aussi, évidemment, on a ces questions qui se posent, et notamment à Montréal, et de plus en plus en région éloignée, notamment à Chicoutimi, là où je suis. Et donc, c'est assez important de se poser ces questions-là, et notamment en éducation physique. La première question que j'ai à te poser, je te pose les deux, puis après, tu pourras me répondre si tu veux. Mais la première, elle est d'ordre méthodologique. Lorsqu'on essaie de traquer les dispositions des enfants, Mhm. comment on peut se donner des critères pour traquer ces dispositions-là qui sont préalables bah, du coup à l'action que toi tu es en train de voir au moment où elle se déroule? Puisqu'on sait qu'une disposition, c'est pas quelque chose qui est isolé, c'est quelque chose qui doit se répéter dans le temps, qui est récurrent. Tout n'est pas une disposition et c'est quelque chose qui est incorporé chez l'élève. Et ben, on sait que méthodologiquement, c'est un peu difficile. Donc, moi, je sais que j'ai des difficultés à traquer les dispositions, notamment chez les enfants. Donc, j'aurais bien aimé avoir ton idée. C'est surtout sur les dispositions préalables à l'action, parce qu'en cours de l'action, je comprends on peut plus aisément les voir, j'ai l'impression, mais c'est préalable sur les entretiens que tu fais, est-ce que tu en fais plusieurs avec eux, mais au risque de leur surcharger leur emploi du temps. Enfin voilà, j'ai cette première question méthodologique là. Et ma deuxième question, elle rejoint un peu la question qui a été posée précédemment. C'est sur les. Donc, où tu nous as proposé tu as observé en tout cas trois stratégies qui ont leurs bienfaits et leurs limites, si je peux parler un peu comme ça, chacune d'entre elles. Euh, et je me posais la question, est-ce que ces trois stratégies dans la littérature, tu les retrouves dans d'autres matières? Par exemple, le guidage individualisé, il fait beaucoup penser à l'enseignement explicite, qui est controversé, sur lequel il y a des débats, en tout cas, voilà. Mais je voulais savoir si dans d'autres disciplines comme le français, les mathématiques, etc., ces trois stratégies se déployaient aussi dans les mêmes proportions, de manière différente. Voilà, c'est mes deux questions, l'une méthodologique et le deuxième sur un peu ces trois stratégies, est-ce qu'elles se retrouvent dans d'autres matières, dans la littérature? Ok. Bah, merci beaucoup pour ces deux questions. Je vais commencer par la première sur la méthodologie. Alors, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est un article de Muriel Darmon, mais peut-être que tu connais déjà, c'est un chapitre d'ouvrage d'ailleurs, qu'elle avait appelé Comment attraper une disposition ou un inobservable. Et en fait, c'est ça qui est le défi un petit peu méthodologique avec l'analyse dispositionnelle, c'est qu'en fait, une disposition en tant que telle, elle ne s'observe pas. En fait, elle est en effet en amont du comportement qu'on va observer. Et ce qui est aussi difficile, c'est qu'un même comportement peut faire écho à plusieurs dispositions, en fait. Ça peut être, je ne sais pas, par exemple, un élève qui arrive à l'heure en classe, ça peut être un élève qui est à la fois discipliné, comme ça peut être un élève qui, donc une disposition à la discipline, ou alors ça peut être un élève qui possède des dispositions au temps qui est très réglementé. Et ça fait pas, si là peut-être qu'on a l'impression que c'est un peu la même chose, ça fait pas écho à la même disposition parce que cette disposition à être planifiée dans le temps, elle peut se retrouver ailleurs alors que la discipline, par exemple, ne va pas se retrouver ailleurs. Et donc c'est pour ça que c'est là où le défi qu'on a en tant que chercheur sur ces questions-là, c'est que en fait un même comportement peut être interprété de plusieurs manières différentes. Et c'est là, du coup, ce qui est intéressant de ne pas, ce que tu disais sur le fait que c'est pas quelque chose qui est isolé ou ponctuel, mais c'est quelque chose qui est récurrent et c'est quelque chose qu'on peut aussi observer dans différents contextes, dans différents contextes sociaux. Alors, forcément, des fois, il y a des contextes qui appellent à activer certaines dispositions plus que d'autres, mais on va dire que ça peut être une stratégie justement de voir si ce qu'on observe, c'est bien une disposition qui est structurante pour cet élève-là, parce qu'elle va s'observer en EPS, mais elle va aussi s'observer dans les autres disciplines, dans la cour de récréation, etc., ou pas.
par moment, en fait, on va se dire que dans un autre contexte, on va se dire qu'en fait, c'est plutôt ça qui joue. Et en fait, quand je rembobine sur mon interprétation, ben, c'est aussi ça qui joue dans cette observation-là. En fait, et ce qui permet justement on va dire, un peu tirer le fil de la disposition qui va s'observer dans des pratiques différentes, dans des contextes différents. Donc, c'est un peu ça qui est nécessaire de faire. Et du coup, ce qui est intéressant, et c'est ça aussi qui est difficile, c'est que on a besoin d'avoir une prise de recul quand on fait l'analyse des données. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette analyse à chaud qu'on fait quand on revient du terrain ou quand on vient de faire un entretien, etc. On a l'impression de voir des trucs, etc. Mais en fait, on peut vraiment démêler le patrimoine de disposition d'un individu que quand on a, entre guillemets, fait refroidir les données, qu'on a pris de la distance, qu'on a remonté un peu les pièces du puzzle et qu'on a aussi croisé les regards, d'où l'intérêt d'avoir des entretiens avec les enseignants, avec les familles, etc., qui donne aussi un autre regard sur ce que nous, on peut voir des comportements des élèves. Donc, je dirais que pour ça, il y a vraiment donc, la nécessité de croiser la méthode d'enquête avec des observations, des entretiens faits avec les élèves, mais aussi avec les familles, les enseignants, etc. Il y a aussi la nécessité du temps long, c'est-à-dire de voir comment est-ce que ces comportements se répètent et voir si on peut retrouver du coup derrière des dispositions plutôt structurantes dans l'attitude des élèves. Euh, après, ce qu'utilise Darman, elle utilise l'observation, elle utilise aussi les marqueurs somatiques et le champ lexical qui est utilisé. Alors, ce qui, moi, dans mon cas, était un peu plus compliqué parce que bah, forcément, les entretiens, c'était pas les données qui étaient le plus riches parce que c'est des élèves avec qui voilà, les échanges étaient limités, où il fallait que je passe justement par de l'image, par du visuel. Et donc, du coup, le champ lexical utilisé était parfois plus compliqué, mais c'est des éléments qui sont aussi, qui donnent à voir les dispositions qui sont sous-jacentes en dessous. Et après, il y avait donc l'évolution dans le temps et la comparaison entre les individus aussi qui permettait de faire ressortir des dispositions différentes. Sur les critères à proprement parler, en fait, il y a à la fois un avantage et un inconvénient. Je dirais que, en fait, il y a quand même, c'est une littérature qui est assez foisonnante, la littérature dispositionnaliste. Et donc, du coup, on peut pas mal s'appuyer sur d'autres enquêtes. Par exemple, étudier des dispositions scolaires. Dans mon cas, c'est pas du tout révolutionnaire. C'est quelque chose qui a été fait depuis bien longtemps par les travaux bourdieusiens, qui ont été repris par les travaux de Guy Vincent, par les travaux de Lahire, etc. Donc en fait, eux-mêmes qui ont étudié les dispositions scolaires en se focalisant sur des dimensions bien particulières, donc ça va être le rapport à l'autorité, donc l'attitude que l'élève va avoir vis-à-vis de l'enseignant, la façon dont il va parler avec l'enseignant, la façon dont il va se positionner par rapport à l'enseignant, ça va être sur le rapport au temps, c'est-à-dire est-ce qu'il va être en avance en cours, est-ce qu'il va prendre de l'avance dans ses exercices, est-ce qu'il va arriver à l'heure, en retard, etc. Ça va être tout ce qui est en lien avec le rapport aux apprentissages, comment est-ce qu'il fait pour apprendre, est-ce qu'il fait des liens entre les leçons, comment est-ce qu'il fait pour mémoriser les connaissances, etc. Donc, on va dire que pour analyser les dispositions scolaires, il y a des études qui se sont déjà focalisées sur chacune de ces sous-dimensions, ce qui permet de clarifier un peu les critères et du coup les observations que je vais avoir. Mais du coup, le travers dans lequel on tombe, c'est que on se rend nous-mêmes aveugles en tant qu'enquêteurs à d'autres dispositions qui sont présentes, mais qu'en fait on ne voit pas parce qu'on se focalise justement uniquement sur des critères qu'on a prédéfinis, donc le rapport à l'autorité, le rapport aux apprentissages, le rapport au temps, etc. Et donc là, pour ça, c'est un peu plus compliqué. Je dirais que ce qui est important dans cette question-là, c'est peut-être bah, l'enquête collective, quoi, de faire avec d'autres chercheurs, d'autres chercheuses pour justement varier les regards, je dirais. Bon, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a quand même pas mal aidé dans ma thèse parce que justement, ça me permettait d'éviter de rester enfermé dans ce que moi, je pouvais voir tout le temps en lien avec la littérature. Et, euh, et aussi, un autre travers dans lequel on tombe, c'est qu'on a souvent du coup une lecture très normative, c'est-à-dire que donc à travers les dispositions que moi j'observe, ce sont uniquement des dispositions qui sont valorisées par l'institution scolaire, et donc du coup je me ferme à toutes les dispositions qui sont peut-être moins valorisées par l'institution scolaire, mais qui se retrouvent par exemple chez certains élèves, dont notamment par exemple de certains élèves qui mobilisaient beaucoup l'humour et que moi, en fait, j'interprétais comme quelque chose qui n'était pas forcément valorisé à l'école, mais qui, en fait, donnait à voir des dispositions langagières hyper intéressantes, a fortiori pour ces élèves-là, parce que ça nécessitait quand même d'avoir un jeu du langage, et
sur lesquels moi j'y portais au début peu d'attention. Donc voilà, je dirais un petit peu tout ça. Je sais pas si c'est du coup hyper clair, mais parce que c'est Et ouais, aussi, non, mais ça donne des pistes, mais c'est très, ça donne des pistes, ça clarifie certaines choses pour les ouais. gens qui travaillent aussi dans cette direction. Ben, on va dire que c'est une question un peu qui revient pour quiconque travaille avec ce cadre-là et il n'y a pas vraiment de réponse bien claire en fait. Non, mais Si- tu as donné des pistes, moi, qui vont me servir, c'est très très ouais. bien. Merci beaucoup. Je pense que tu as fait le tour global de la question. Merci beaucoup. J'ai pris des notes, merci. C'est cool. Et, et pour du coup les stratégies, est-ce que je les retrouvais dans les autres matières? Alors, dans la littérature, en tout cas, c'est vrai que c'est peut-être quelque chose que j'aurais dû faire, mais je me suis moins intéressé. Enfin, en tout cas, j'ai moins vu d'articles qui abordaient justement les stratégies professionnelles et les effets que ça pouvait avoir sur les élèves allophones. Dans ce que j'ai pu observer, je trouve qu'en fait, l'observation, c'est quelque chose que je voyais beaucoup plus en EPS. Ou alors par moment dans certaines disciplines où il y avait une mise en activité corporelle vraiment présente des élèves. Mais par exemple, quand je suis allé les voir en mathématiques, il y avait à aucun moment l'enseignant il disait regarde ce que fait à côté et il fait la même chose. Le guidage individualisé, ça s'observait, mais du coup, ça s'observait beaucoup plus sur un plan cognitif. C'est-à-dire que vraiment en EPS, il y avait vraiment le travail du corps où vraiment l'élève, par moment, c'était une vraie marionnette. Alors ça s'observait d'ailleurs, je l'ai beaucoup plus observé en école primaire qu'au lycée. Mais parce que je pense que les enseignants étaient beaucoup plus à l'aise pour le faire qu'au lycée où il y avait un rapport au corps qui était un peu différent. Mais c'est quelque chose, du coup, en salle de classe, par exemple, l'enseignant avait un guidage individualisé, mais plutôt au niveau cognitif, pour bien lui montrer les étapes, par exemple, d'un calcul ou pour résoudre un problème. Et sinon, la mise avec la mise en duo ou en binôme avec un autre élève, ça, c'est quelque chose que je retrouvais très, très souvent dans les autres classes. C'est-à-dire, Ouais, d'accord. Pardon. non, vas-y, c'est bon. Et est-ce qu'il y en a des nouvelles est-ce qu'il y en a que tu n'as pas vu en EPS qui existent dans les autres matières? Là, comme ça, j'en ai pas vu qui ressortaient de manière transversale chez tous les enseignants. J'ai vu des fois des stratégies qui étaient assez intéressantes, mais qui étaient plutôt déployées en UPE2A chez certains élèves. Par exemple, un élève qui n'arrivait pas à apprendre la langue quand il était sur des exercices papier sur un cahier. Par contre, dès que tu le mettais sur un logiciel informatique, ça lui focalisait sa concentration et il arrivait vachement plus à mémoriser, à comprendre et à être ouais, concentré dans l'exercice, chose qu'il ne pouvait pas faire quand il était donc ça, c'est une stratégie, mais c'est plus isolé et c'était plutôt dans le cas de l'apprentissage du français. Donc ce serait pas observable en EPS. Comme ça, tout ce qui était les activités ludiques ou tournées autour de projets filés sur le temps long, des projets artistiques par exemple, c'était quelque chose qui marchait beaucoup avec certains élèves aussi parce que c'est donc plutôt de la pédagogie par projet, du coup, qui ressortait un peu. Mais ça dépendait encore une fois des élèves. J'ai moins retrouvé, c'est peut-être parce que j'ai été moins attentif ou c'était moins l'objet de la thèse, mais j'ai moins retrouvé ça. Hmm. Et je me posais aussi la question, notamment pour nous, dans le contexte notamment montréalais, où on a des élèves qui viennent de plein de pays, comme toi. Est-ce qu'il y a est-ce que tu as pu repérer sur ton terrain des stratégies qui étaient déployées inconsciemment par les enseignants avec des élèves de certains types de pays, reproduisant potentiellement, tu vois, des stigmatisations par pays ou autre, mais de manière inconsciente. Mais est-ce qu'il y a des stratégies qui sont particulières à certains élèves venant de certains pays? Est-ce que tu l'as observé ça ou ces stratégies-là sont vraiment pour tous les élèves que tu pu observer? Ouais, alors c'est hyper intéressant cette question. Et alors sur l'article en question que j'ai présenté ici, c'était pas possible parce qu'en fait j'avais quasiment pas d'élèves qui venaient du même pays. Donc c'est difficile de dégager Ok, des ouais, tendances comme ça plus totalement. générales. À l'échelle de toute la thèse, là, si j'essaie d'y réfléchir un petit peu plus, je dirais que c'est aussi différent. Je pourrais pas dire qu'il y a une stratégie qui est plus utilisée pour un type d'élève en fonction de son origine migratoire. Par contre, plutôt dans ce qui est de la posture, on va dire, et certains sujets, j'ai vu des enseignants qui étaient, par exemple, sur la question de la religion, qui étaient, qui avaient une posture très rentre-dedans lorsque ils soupçonnaient que les élèves ne s'engageaient pas dans une activité parce que derrière, il y avait des motivations religieuses. Par exemple, la natation, l'élève vient
pas, c'est une élève qui vient d'un pays où la religion principale est l'islam, donc l'enseignant suppose qu'elle est musulmane, donc du coup là va directement lui rentrer dedans, va forcer entre guillemets l'investissement dans la pratique. Alors, bien évidemment, il peut pas la pousser dans l'eau pour qu'elle aille à la piscine, mais il va contacter la direction de l'établissement, contacter les parents, proposer des vêtements, enfin des maillots, enfin va être beaucoup moins patient et très, enfin oppressant pour que justement ça soit pas une raison de pratique. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai peut-être un peu plus vu, mais encore une fois, ça dépend aussi beaucoup des expériences et de la socialisation professionnelle des enseignants. Il y a des D'accord, ouais. enseignants qui, sur justement le rapport à la laïcité, à la religion, vont être beaucoup plus patients, beaucoup plus compréhensifs. D'autres qui sont très dans une logique républicaine vont être beaucoup plus vindicatifs sur ça, quoi. D'accord. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir, enfin, de se poser la question, puis de voir qu'au finalement, à l'échelle de ta thèse à toi, il y a pas de stratégie qui semble se dégager par origine. Et du coup, ça voudrait dire que ces stratégies-là, elles sont un peu communes à tous les enseignants et à tous les élèves, quoi, visiblement. Et d'ailleurs, il y a enfin, mais c'est des stratégies qui sont là dans la façon dont je les ai présentées, j'essaie de les expliquer en lien avec le public allophone, mais je suis persuadé qu'il y a des stratégies qui sont reprises pour Ouais, des bien publics sûr. à besoins éducatifs particuliers qui ne sont pas forcément allophones. Et Mm. aussi, du coup, pour aller un peu plus dans ton sens, il y a quand même des enseignants qui ont des biais racistes qui sont présents hein, alors pas dans les stratégies, mais dans les remarques qu'ils vont dire ou dans les performances des enseignants qui vont dire ah bah, si cet élève performe, c'est parce que il est noir ou il est de tel pays, par exemple. Donc ça se retrouve quand même dans les échanges, mais pas de manière, on va dire, très opérationnelle dans les stratégies qui sont déployées, quoi. Ouais, dans les gestes professionnels, évidemment. Mais en tout cas, je pense que c'est une question qui est intéressante et qui pourrait être. On pourrait regarder les terrains d'enquête au regard de ça aussi. Laisse la parole j'ai pas le prénom, je suis désolé. Marty, je te laisse prendre la parole. Oui, je vous embête une dernière fois. Ça m'a fait réagir parce qu'au niveau des stratégies, c'est vrai que le positionnement de genre chez les enseignants, c'est extrêmement puissant parce que moi, j'ai remarqué un truc. Bon, j'ai 15 ans d'expérience, hein, mais je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais notamment pour les TSA. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme, non-verbaux, mais sans déficience intellectuelle. Eh bien, j'ai remarqué que lorsqu'ils vont s'adresser à David, c'est un exemple, mais un élève allophone qui vraiment ne maîtrise pas du tout, parce que l'UP2A, malheureusement, ne donne pas toujours, ne porte pas toujours ses fruits. La scolarisation, elle est faite un peu en catastrophe au bout de 3 mois. Eh bien, j'ai remarqué que, en tout cas, deux des enseignants que je fréquente, ils vont avoir la même posture, la même gestuelle, la même manière de s'adresser à eux ou de s'adresser à moi quand ils sont à côté de moi. Euh, et ils éludent une part, enfin, je sais pas si s'ils s'en rendent compte, mais des fois, je leur dis, tu sais, c'est pas parce qu'il ne va pas comprendre totalement le langage ou il n'a pas la pratique langagière, il va pas forcément tout comprendre. Par contre, le ton que tu vas employer ou la posture que tu vas avoir, il va la recevoir. Et c'est vrai que parfois, il y a cette confusion, je ne sais pas, peut-être par manque de formation, peut-être, ou que ce soit l'élève TSA non-verbal ou l'élève allophone, eh bien, ils vont adopter la même posture. Est-ce que tu as eu l'occasion voilà, d'observer quelque chose ou par rapport à ça? C'est-à-dire qu'il y a des groupes de postures selon un positionnement de genre ou le manque de formation qui vont adopter, peut-être pour se rassurer ou peut-être parce que bah, ils bricolent comme ils peuvent, quoi. De la part des enseignants, ils vont adopter les enseignants en fonction de leur genre, ils vont adopter des postures différentes. Alors, oui, déjà, par exemple, pour le ramadan, c'est un exemple assez concret. Curieusement, en France, et contrairement, par exemple, en Tunisie, on ne va pas forcément pratiquer le ramadan. Ça peut poser problème lorsque le ramadan intervient au moment où ils font les cycles d'endurance. Mm. C'est un vrai problème, en fait, quand le ramadan a lieu l'été ou en période de cycle d'endurance, eh bien, il va y avoir cette espèce de tiraillement où il y aura presque une agressivité ou presque, il y aura quelque chose dans la posture de l'enseignant qui sera de l'ordre du dénigrement ou de,
voilà, de la surplombance. Et c'est assez problématique parce que souvent, comme je suis à côté, bah, je le reçois, j'essaie de faire tampon. Mais je pense que c'est aussi un manque de formation, c'est-à-dire que lorsqu'on accueille un élève allophone, on l'accueille avec son bagage. Mm. Vous l'avez très bien dit tout à l'heure. Et ben lui, il reproduit, il est encore dans sa culture, il est dans le, voilà, il essaie de se débrouiller un petit peu avec ce qu'il reçoit. Et c'est vrai que parfois, on a une incompréhension aussi. Et au lieu de l'amener progressivement vers autre chose, et j'ai remarqué avec les élèves TSA non verbaux, eh bien, il y aura la même posture. C'est-à-dire qu'on part, on ne sait pas ce que l'élève reçoit, mais on va adopter cette posture-là. Donc, c'est plus au niveau, c'est pas au niveau du genre, hein, ça va plus être au niveau oui, de la formation qu'on a eue ou finalement de la réponse qu'on a lorsque le langage, vous voyez ce que je veux dire? Lorsque le langage ne permet pas d'échanger. Voilà. Bah oui, oui, enfin, je suis tout à fait d'accord. Et, ça, c'est bah, sur la question du Ramadan, c'est les postures des enseignants. C'est justement, c'est là où c'est intéressant vraiment de sonder leur socialisation sportive, professionnelle, leur conception de l'enseignement, parce qu'en fait, ça va se retrouver avec les élèves allophones, mais avec d'autres profils d'élèves aussi. Et la question du Ramadan, c'est exactement comme la question de la piscine tout à l'heure. Il y en a qui ne veulent pas en parler et qui sont très justement très oppressant sur le fait que ça ne doit pas être un enjeu en EPS alors que ça l'est forcément vu que ces élèves-là le font à côté. Donc oui, c'est quelque chose que j'ai retrouvé moi aussi. Après, j'avais pas de... C'est assez dur d'avoir des grandes tendances. Moi, en tout, d'enseignants, j'ai dû en suivre une douzaine. Et en fait, d'un établissement à un autre, il y avait des choses qui ne se recoupaient pas. Par exemple, j'avais des hommes qui pouvaient, dans un établissement, être très oppressants vis-à-vis de ces questions-là, qui ne voulaient pas, qui n'étaient pas prêts à l'échange, etc. Et en même temps, dans un autre établissement, j'avais un enseignant qui était musulman et qui, donc, du coup, était très compréhensif sur ça auprès de ces élèves-là. Enfin, donc, je pense que Ah c'est oui, vraiment l'intérêt là parce d'avoir que une approche, ouais. vous parliez tout à l'heure de disposition. Moi qui suis auprès des élèves, parce que forcément, je suis, comment dire, je reçois l'enseignant, mais je suis souvent, je réceptionne, je suis du côté des élèves. Et donc, moi, je vois bien parfois, alors, effectivement, c'est de l'ordre de l'inobservable, mais quand on passe beaucoup de temps avec eux comme moi, mais en fait, on est un petit peu dans leur mood. Et je vois bien que le gamin, je vois bien s'il a envie ou pas, s'il est disposé ou pas. Je le sens, moi, je vois bien à ses habitudes, à sa manière de traîner des pieds pour aller se changer ou pour mettre les baskets, ou au contraire, il est super content, Mm. voilà, il rigole. Et parfois, ça peut être terrible parce qu'on peut couper ses dispositions parce qu'effectivement, c'est pas toujours observable de l'extérieur et moi je le vois. Et le ramadan, je trouve que c'est une problématique, notamment avec les élèves allophones qui peuvent être musulmans. Il y a encore, je trouve, en France un petit peu de manque de formation là-dessus. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a le côté républicain et ça s'entend. Voilà, l'école est laïque, c'est notre culture, c'est notre fonctionnement. Mais il faut aussi savoir réceptionner et voilà, avoir une période de transition pour ne pas couper les dispositions parce que ça peut mettre cet enfant en colère. En tout cas, ça peut le mettre ça peut l'isoler à ce moment-là et du coup couper pas mal de choses en dehors de l'EPS derrière. Parce qu'il voilà, il reçoit quelque chose qui est de l'ordre de l'agression un petit peu, de ce qu'il est et de comment il est arrivé. Voilà, je voulais juste faire cette remarque et voilà, je vous embête pas plus. Merci beaucoup. Merci. Bah, c'était intéressant. Merci beaucoup. Bah, écoutez, si on a fait le tour des questions, on va pouvoir s'arrêter là, puis respecter aussi le temps qu'on s'était Mm. imparti. Bah, pour ceux qui sont intéressés, encore une fois, n'hésitez pas, le travail d'Anthony, il est en ligne, donc que ce soit sur les stratégies professionnelles ou sur le vécu des élèves, il y a plusieurs articles qui sont en ligne et qui sont assez intéressants là-dessus. Et puis voilà, le travail maintenant d'Anthony, il est sur l'expérience vécue des menstruations des jeunes filles en EPS avec Aline Pintendre et moi-même. Et on continue du coup sur le poids des dispositions aussi sociales des élèves. Ben, on te remercie Anthony pour la présentation et puis pour les échanges, c'était super intéressant. Et puis bah, si vous avez besoin de contacter Anthony, c'est facile de retrouver son contact. Ça marche, mais merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Salut.